Imaginez un peu la tension. Une finale de Coupe d'Afrique, l'apogée d'un mois de compétition, l'honneur national en jeu. Et puis tout dérape. Le match se termine dans le chaos, les accusations fusent. Aujourd'hui, on va se pencher sur un document qui est bien plus qu'un simple communiqué de presse. C'est le verdict, tombé hier, le 28 janvier 2026. Le jugement du jury disciplinaire de la CAF sur cette finale explosive entre le Sénégal et le Maroc. Et ce qui est passionnant ici, c'est que ce n'est pas juste une liste de sanctions. Non. C'est aussi la réponse à une accusation très officielle, une réclamation déposée par le Maroc contre le Sénégal. Donc on a une histoire de sanctions croisées sur fond de plaintes formelles. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça pour comprendre non seulement qui a été puni et pourquoi, mais surtout quel message la CAF envoie à tout le football africain. C'est une vraie partie d'échec en fait. Absolument. Alors, allons-y. Le document, il commence par le cas du Sénégal, la fédération sénégalaise. Et dès le début, les chiffres donnent le tournis. On ne parle pas de petites amendes là, on parle de centaines de milliers de dollars. Ils n'y sont pas allés de main morte. C'est le moins qu'on puisse dire. Le jury utilise un langage extrêmement fort. Il parle de violation des principes de fair play, d'intégrité et même d'une atteinte à l'image du football. Dans le droit sportif, ce sont des mots très très lourds. Ça veut dire qu'on n'est plus sur une simple faute de jeu. C'est une remise en cause des fondements mêmes de la compétition. Et ça se voit tout de suite. Le premier nom sur la liste, l'entraîneur Pape Bouna Siao. 5 matchs de suspension. Et, tenez-vous bien, une amende personnelle de 100 000 dollars. 100 000 dollars, mais attends une minute. Personnel, ça veut dire que c'est vraiment lui qui doit payer de sa poche ou c'est la fédération qui règle ça en coulisses? Parce que ça change tout. C'est une excellente question, et c'est là que la décision est presque révolutionnaire. L'amende est bien personnelle, donc en théorie, oui, c'est à lui de la payer. Bien sûr, il peut y avoir des arrangements internes, mais le message de la CAF, lui, est sans équivoque. C'est une évolution majeure. D'habitude, les fédérations absorbent ce genre de coûts. Là, en infligeant une amende personnelle aussi élevée, la CAF dit à tous les entraîneurs du continent « Attention, votre comportement sur la touche engage directement votre portefeuille ». C'est un vrai changement de paradigme. D'accord, je vois. On passe de l'équipe est responsable à vous, l'individu, êtes responsable. C'est un signal très puissant. Bon, après l'entraîneur, le document s'attaque aux joueurs. Deux noms, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Tous les deux suspendus 2 matchs pour comportement antisportif envers l'arbitre. Là, on est sur quelque chose de plus classique, on va dire. Mais 2 matchs fermes, ça montre qu'on a bien dépassé la simple contestation. L'autorité de l'arbitre, c'est la ligne rouge. On peut imaginer des mots, peut-être un contact, en tout cas une attitude jugée inacceptable, surtout dans le contexte d'une finale, vue par des millions de gens. Je comprends. Et c'est là que ça devient complètement fou. Les amendes pour la fédération sénégalaise elle-même. J'ai dû relire les chiffres. 300 000 dollars pour la conduite incorrecte de ses supporters. Puis 300 000 dollars de plus pour la conduite antisportive de leurs joueurs et de leur staff. 600 000 dollars, avant même de compter le reste. Comment on justifie ça? En créant un précédent financier qui fait très, très mal. C'est une stratégie de dissuasion par le portefeuille, tout simplement. Et en séparant les amendes, la CAF pointe chaque manquement. Le message pour la fédération, c'est « tentez ». Vous n'êtes pas seulement responsable du banc de touche, vous êtes aussi responsable des tribunes, des insultes, des projectiles et du comportement général de toute votre délégation. C'est une vision à 360 degrés de la responsabilité. L'excuse du « on ne peut pas tout contrôler », ça ne passe plus. Il y a même une dernière amende, presque dérisoire à côté. 15 000 dollars pour inconduite de son équipe parce que 5 joueurs ont pris un carton jaune. C'est un peu la cerise sur un gâteau qui coûte une fortune, quoi. Tillon. Il a appliqué le barème à la lettre pour le plus petit comme pour le plus grand délit. Ça renforce la légitimité des grosses amendes. Donc si on fait le total pour le Sénégal, on est à plus de 715 000 dollars. C'est juste colossal. Alors, on passe au pays hôte, le Maroc. On pourrait s'attendre à plus de clémence, mais pas du tout. Leur cas est tout aussi complexe. Exactement, et c'est là que ça devient intéressant parce que les sanctions marocaines nous donnent d'autres indices sur ce qui s'est passé. On quitte un peu la discipline collective pour entrer dans des cas individuels très, très graves et des manquements dans l'organisation. Commençons par les joueurs. Il y en a 2. Le premier, c'est une star, Achraf Hakimi. 2 matchs de suspension, mais un avec sursis. Ça veut dire quoi concrètement?
C'est une sorte de traitement de faveur. Traitement de faveur, c'est peut-être un peu fort, disons que c'est une sanction qui tient compte de son statut. Le sursis, c'est une épée de Damoclès. La CAF lui dit « ta faute mérite 2 matchs. On t'en donne un ferme. Pour le deuxième, on te met à l'épreuve. » Le moindre écart pendant 1 an et la sanction tombe directe. C'est à la fois punitif et préventif. D'accord, un avertissement solennel en quelque sorte. Mais alors, le contraste avec le deuxième joueur, Ismaël Saïbari, est saisissant. Pour lui, c'est 3 matchs fermes et comme le coach sénégalais, 100 000 $ d'amende personnelle. Pour un joueur, c'est du jamais vu, non? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? C'est la grande question. Une amende pareille pour un joueur, c'est rarissime. Ça suggère une faute d'une gravité exceptionnelle. On peut imaginer un contact physique violent avec un officiel, des propos discriminatoires. La combinaison de la longue suspension et de l'amende maximale indique qu'il est considéré comme l'un des principaux instigateurs des débordements côté marocain. On a voulu faire de lui un exemple. Et ça ne s'arrête pas là. Les amendes pour la fédération marocaine, il y a un détail qui m'a vraiment interpellée. 200 000 $ pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles. Les ramasseurs de balles, c'est sérieux? Ah, c'est non seulement sérieux, mais c'est un point absolument crucial. Les ramasseurs de balles, dans un match tendu, ils peuvent devenir des acteurs du jeu. S'ils ralentissent tout, s'ils cachent les ballons, il faut se liquider du match. Et ils sont sous la responsabilité directe de l'organisateur. En frappant aussi fort, la CAF rappelle à tout le monde que le fair play, ça concerne tout le monde, du premier arbitre au plus jeune des ramasseurs de balles. Vu comme ça, oui, ça prend une autre dimension. L'autre grosse amende, c'est 100 000 $ pour l'invasion de la zone d'examen de la VAR. Là, on touche à un tabou du football moderne. La zone de la VAR, c'est un sanctuaire. Seul l'arbitre a le droit d'y aller. On imagine la scène. Des joueurs, des dirigeants qui se ruent vers l'écran pour mettre la pression sur l'arbitre. C'est l'image du chaos absolu. Pour la CAF, c'est une attaque directe contre l'outil technologique et l'autorité de l'arbitre. C'est impardonnable. Et pour finir, 15 000 $ pour l'utilisation de lasers par les supporters. On voit que, comme pour le Sénégal, ils ont tout épluché. Exactement, c'est la même méthode. Le message est cohérent, la responsabilité est partout, personne n'y échappe. Ce qui nous ramène au début, à cette fameuse réclamation du Maroc contre le Sénégal. Après avoir listé toutes ces sanctions, le document se termine par une phrase très courte. La réclamation est rejetée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le coup de théâtre final. Et ça donne tout son sens au document. En rejetant la plainte, le jury dit plusieurs choses. D'abord, que la plainte n'était pas fondée réglementairement, mais surtout, il clôt le débat sur qui a commencé. La CAF refuse ce jeu. Le verdict est clair. Il n'y a pas une faute originale du Sénégal qui excuserait les réactions marocaines. Non, il y a eu des fautes des deux côtés, et chaque partie est sanctionnée pour ses propres erreurs. Point final. Donc, la CAF balaye toutes les accusations croisées. Elle a distribué les torts de manière quasi chirurgicale en se basant uniquement sur son code. Précisément. Le jury s'est comporté comme un tribunal. Il a examiné les preuves, il a jugé sur les textes. Le rejet de la protestation est essentiel, car il empêche une des parties de se poser en victime. La culpabilité, ici, est partagée. Gravissime et des manquements en tant qu'organisateur. Les deux géants du continent sont renvoyés dos à dos. Et il faut connecter ça à une vision plus large. Ces décisions, ce n'est pas juste pour une finale qui a mal tourné. C'est une déclaration politique de la CAF. Elle utilise sa compétition phare pour affirmer son autorité et envoyer un message à toutes les fédérations africaines. L'ère de l'impunité, de la pression sur les arbitres, c'est terminé. Le respect des officiels n'est plus négociable. C'est une vaste opération de crédibilisation du football africain. C'est fascinant de voir comment un document aussi juridique peut raconter une telle histoire. Il nous donne le quoi. Les amendes, les suspensions, c'est factuel, c'est clinique. Mais il nous force à imaginer le pourquoi. Qu'est-ce qui a pu transformer une fête du football en un tel chaos? Quelle parole, quel geste a mis le feu aux poudres pour qu'on en arrive là? Le document officiel nous livre les conséquences, froides et chiffrées. Mais l'histoire complète du drame humain de cette finale, elle reste à raconter.